Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « J'arrête de m'épuiser » de Cédric Bruguière et Marlène Schiappa. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Dans notre société moderne, le burn-out est devenu une réalité préoccupante touchant un nombre croissant de personnes. Stress intense, fatigue chronique et une sensation d'épuisement constant sont autant de signaux d'alarme que notre corps et notre esprit nous envoient. Face à ce constat, Marlène Schiappa, fondatrice du réseau Maman Travail, et Cédric Bruguière, expert en management des compétences, ont uni leurs forces pour proposer un programme en 21 jours destiné à prévenir le burn-out. Leur ouvrage, J'arrête de m'épuiser, se veut être un guide pratique pour aider chacun à lâcher prise, reprendre le contrôle de sa vie et retrouver un équilibre sain entre vie professionnelle et personnelle. Le livre est structuré en 3 parties principales, chacune correspondant à une semaine du programme. J'agis sur les sources internes de mon épuisement. Je reprends la main sur mon environnement pro et perso. Je m'entoure des bonnes personnes et retrouve ma vitalité. Chaque partie est composée de 7 chapitres, représentant chacun une journée du programme. Ainsi, en 21 jours, le lecteur est invité à entreprendre un travail personnel approfondi sur ses pensées, émotions, comportements et habitudes. Le premier chapitre, intitulé « Je prends conscience », marque le début de ce voyage introspectif. Il est essentiel de comprendre que toute démarche de changement commence par une prise de conscience. Sans cette dernière, il est difficile d'identifier les causes profondes de notre épuisement et, par conséquent, d'y remédier efficacement. Dans ce premier chapitre, les auteurs nous encouragent à nous arrêter un instant, à faire une pause dans notre quotidien effréné, afin d'observer notre état actuel. Ils nous invitent à nous poser des questions fondamentales. Comment me sens-je réellement? Quels sont les signes physiques et émotionnels de mon épuisement? Depuis quand est-ce que je ressens cette fatigue persistante? Cette introspection est cruciale, car elle permet de mettre des mots sur des mots souvent tus ou ignorés. Les auteurs soulignent que l'épuisement ne se manifeste pas uniquement par une fatigue physique, mais également par des symptômes émotionnels tels que l'irritabilité, la perte de motivation, ou encore une sensation de vide intérieur. Un des outils proposés dans ce chapitre est la tenue d'un journal de bord. Il s'agit d'un espace personnel où l'on peut consigner quotidiennement nos ressentis, nos niveaux d'énergie, nos émotions dominantes, et les événements marquants de la journée. Cet exercice simple, mais puissant, permet de détecter des schémas récurrents, des situations ou des personnes qui drainent notre énergie, et inversement, celles qui nous revitalisent. Les auteurs insistent également sur l'importance de l'écoute de soi. Dans notre société actuelle, nous sommes souvent déconnectés de nos besoins fondamentaux, submergés par les exigences extérieures et les multiples sollicitations. Apprendre à s'écouter, à reconnaître nos limites et à les respecter est une étape essentielle pour prévenir l'épuisement. Un autre aspect abordé est la notion de culpabilité. Beaucoup de personnes ressentent une culpabilité à l'idée de ralentir, de prendre du temps pour elles, ou de dire non. Les auteurs nous rappellent que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais au contraire, une nécessité pour pouvoir être pleinement présent pour les autres. Ils proposent des exercices pour identifier les sources de cette culpabilité et travailler à la déconstruire. Pour illustrer ces propos, prenons l'exemple de Sophie, une cadre dynamique de 35 ans. Chaque jour, elle jongle entre ses responsabilités professionnelles exigeantes et sa vie familiale. Elle ressent une fatigue constante, mais la masque derrière un sourire de façade. En entamant le programme proposé par Schiappa et Bruguière, Sophie commence par tenir son journal de bord. Rapidement, elle réalise que certaines réunions la laissent épuisée, tandis que d'autres tâches lui procurent de l'énergie. Elle prend également conscience qu'elle ne s'accorde jamais de véritables pauses, considérant cela comme une perte de temps. Cette prise de conscience est le premier pas vers un changement durable. En conclusion, ce premier chapitre pose les bases d'une démarche introspective essentielle. Il nous rappelle que pour combattre l'épuisement, il est primordial de se reconnecter à soi-même, d'écouter nos besoins et de reconnaître nos limites. Les outils et exercices proposés sont autant de clés pour entamer ce voyage vers un mieux-être. Comme le souligne Marlène Schiappa dans une interview. J'accepte d'avoir des temps improductifs. Je prévois dans mon agenda des plages horaires avec écrit « rien, même si c'est le soir ou le week-end ». Cette citation illustre parfaitement l'importance de s'accorder des moments de pause, sans culpabilité, pour préserver notre équilibre et notre santé mentale. Dans un monde où les exigences professionnelles et personnelles s'entremêlent sans cesse, il est facile de perdre de vue ses propres besoins et limites. Après avoir pris conscience de son état d'épuisement dans le premier chapitre, le lecteur est invité, dans le deuxième chapitre de « J'arrête de m'épuiser » de Marlène Schiappa et Cédric Bruguière, à identifier les sources internes de son épuisement. Cette étape est cruciale pour comprendre les mécanismes personnels qui contribuent au burn-out et pour amorcer un changement durable. Ce chapitre débute par une introspection visant à reconnaître les pensées et croyances limitantes qui alimentent l'épuisement. Les auteurs expliquent que nos schémas de pensée, souvent hérités de notre éducation ou de notre environnement,
peuvent nous pousser à adopter des comportements nuisibles à notre bien-être. Par exemple, la croyance selon laquelle il faut toujours faire passer les besoins des autres avant les siens peut conduire à une surcharge émotionnelle et physique. Les auteurs proposent alors un exercice pratique, dresser une liste de ses propres croyances limitantes. Cet exercice permet de mettre en lumière les pensées automatiques qui influencent nos comportements. Une fois ces croyances identifiées, il est suggéré de les remettre en question en se posant des questions telles que « Cette croyance est-elle fondée, m'aide-t-elle ou me nuit-elle ?» ou encore « Comment puis-je la reformuler de manière positive ?» Par ailleurs, le chapitre aborde la notion de perfectionnisme, souvent présente chez les personnes sujettes au burn-out. Les auteurs expliquent que viser constamment la perfection est non seulement irréaliste, mais également épuisant. Ils encouragent donc le lecteur à accepter l'imperfection et à reconnaître la valeur de l'effort plutôt que celle du résultat parfait. Un conseil pratique donné est de fixer des objectifs réalistes et atteignables, en tenant compte de ses propres limites et ressources. Un autre aspect traité dans ce chapitre est la difficulté à dire « non ». Beaucoup de personnes, par peur de décevoir ou de créer des conflits, acceptent des tâches ou des responsabilités supplémentaires, augmentant ainsi leur charge mentale et physique. Les auteurs proposent un exercice consistant à s'entraîner à dire « non » dans des situations simples du quotidien, afin de gagner en assurance et de préserver son énergie. Pour illustrer ces propos, prenons l'exemple de Julien, un jeune cadre ambitieux. Julien a toujours cru que pour réussir, il devait travailler sans relâche et accepter toutes les missions qu'on lui proposait. Cette croyance l'a conduit à des journées de travail interminables et à une fatigue chronique. En appliquant les conseils du chapitre, Julien a identifié sa croyance limitante liée au travail acharné. Il a commencé à fixer des limites claires, à déléguer certaines tâches et à s'accorder des moments de repos, ce qui a considérablement amélioré son bien-être. En conclusion, ce deuxième chapitre met l'accent sur l'importance de l'introspection pour identifier les sources internes de l'épuisement. En reconnaissant et en modifiant ses croyances limitantes, en acceptant l'imperfection et en apprenant à dire non, le lecteur pose les bases d'un équilibre personnel et professionnel plus sain. Les exercices pratiques proposés sont des outils précieux pour amorcer ce changement et prévenir le burn-out. Résumé du chapitre 3, déjouer les pièges de l'autosabotage. Les auteurs commencent par définir l'autosabotage comme un ensemble de comportements ou de pensées qui entravent notre propre bien-être et réussite. Ces mécanismes peuvent se manifester de diverses manières, procrastination, perfectionnisme excessif, autodépréciation, ou encore tendance à éviter les situations conflictuelles au détriment de nos propres besoins. Ils soulignent que ces comportements sont souvent le résultat de croyances limitantes profondément ancrées, telles que « je ne mérite pas le succès » ou « si je ne fais pas tout parfaitement, je suis un échec ». Pour aider le lecteur à identifier ses propres schémas d'autosabotage, les auteurs proposent un exercice d'autoréflexion. Il s'agit de noter, sur une semaine, les situations où l'on ressent une résistance à agir ou une tendance à se dévaloriser. Par exemple, reporter systématiquement une tâche importante ou minimiser ses propres réussites. Cet exercice permet de prendre conscience des moments où l'on se met soi-même des bâtons dans les roues. Une fois ces schémas identifiés, le chapitre propose des stratégies pour les contrer. L'une d'elles est la technique du recadrage cognitif, qui consiste à remplacer une pensée négative par une pensée plus positive et réaliste. Par exemple, transformer « je ne vais jamais y arriver » en « je peux rencontrer des difficultés, mais avec de l'effort et du soutien, je peux réussir ». Les auteurs encouragent également à fixer des objectifs réalistes et atteignables, afin d'éviter le piège du perfectionnisme qui mène souvent à l'épuisement. Un autre aspect abordé est l'importance de l'autocompassion. Se traiter avec bienveillance, reconnaître ses efforts et accepter ses imperfections sont des clés pour sortir du cercle vicieux de l'autosabotage. Les auteurs suggèrent de pratiquer régulièrement des affirmations positives et de célébrer les petites victoires du quotidien. Exemple concret. Prenons l'exemple de Claire, une graphiste freelance. Claire a tendance à accepter tous les projets qui lui sont proposés, même lorsqu'elle est déjà débordée. Elle craint que refuser une mission nuise à sa réputation. Cette surcharge de travail l'amène à procrastiner et à rendre ses projets en retard, alimentant ainsi son sentiment d'incompétence. En appliquant les conseils du chapitre, Claire a identifié sa peur de décevoir comme source de son autosabotage. Elle a appris à évaluer sa charge de travail avant d'accepter de nouvelles missions et à communiquer clairement ses disponibilités à ses clients. Cette prise de conscience et ses ajustements lui ont permis de mieux gérer son emploi du temps et de réduire son stress. Conclusion. Ce troisième chapitre de « J'arrête de m'épuiser » met en lumière l'importance de reconnaître et de déconstruire les mécanismes d'autosabotage qui contribuent à notre épuisement. En identifiant nos comportements autodestructeurs et en adoptant des stratégies pour les contrer, nous pouvons progressivement reprendre le contrôle de notre bien-être. Les exercices et conseils proposés par Marlène Schiappa et Cédric Bruguière offrent des outils concrets pour entamer ce travail introspectif et instaurer des changements positifs dans notre quotidien. Résumé du chapitre 4, maîtriser son temps pour éviter l'épuisement.
Les auteurs débutent ce chapitre en soulignant que la mauvaise gestion du temps est l'une des principales sources de stress et d'épuisement. Ils expliquent que, souvent, les individus se laissent submerger par une multitude de tâches, sans réellement hiérarchiser leur importance. Cette absence de priorisation conduit à une sensation de débordement et à une perte de contrôle sur son quotidien. Pour remédier à cette situation, Schiappa et Bruguière proposent une méthode en plusieurs étapes. Faire l'inventaire de ses activités, il s'agit de dresser une liste exhaustive des tâches effectuées quotidiennement, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Cet exercice permet de prendre conscience de la répartition de son temps et d'identifier les activités chronophages ou inutiles. Classer les tâches par ordre de priorité, une fois l'inventaire réalisé, il est essentiel de distinguer les tâches urgentes des tâches importantes. Les auteurs introduisent ici la matrice d'Eisenhower, un outil qui aide à catégoriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Cette matrice se divise en 4 cadrans. Important et urgent, tâches à traiter immédiatement. Important mais non urgent, tâches à planifier pour un traitement ultérieur. Non important mais urgent, tâches à déléguer si possible. Non important et non urgent, tâches à éliminer ou à minimiser. Établir un planning réaliste, fort de cette classification, il convient de planifier ses journées en réservant des plages horaires spécifiques pour chaque type de tâche. Les auteurs insistent sur l'importance d'inclure des moments de pause et de détente, afin de prévenir l'épuisement. Ils recommandent également d'éviter le multitâche, qui réduit l'efficacité et augmente le stress. Apprendre à dire non, un aspect crucial de la gestion du temps est la capacité à refuser des sollicitations qui ne correspondent pas à ses priorités. Schiappa et Bruguière proposent des techniques pour exprimer un refus de manière assertive, sans culpabilité. Par exemple, ils suggèrent de remercier l'interlocuteur pour sa proposition, puis d'expliquer brièvement les raisons du refus, en restant ferme mais courtois. Exemple concret. Prenons le cas de Sophie, une infirmière libérale. Chaque jour, elle jongle entre ses visites à domicile, la gestion administrative de son activité, et sa vie familiale. Avant de découvrir les conseils du chapitre 4, Sophie acceptait systématiquement les demandes supplémentaires de ses patients, même si cela empiétait sur son temps personnel. Cette surcharge l'a conduite à un état d'épuisement avancé. En appliquant la méthode proposée par Schiappa et Bruguière, Sophie a commencé par lister toutes ses activités quotidiennes. Elle a ensuite utilisé la matrice d'Eisenhower pour identifier les tâches prioritaires. Elle a réalisé que certaines tâches administratives pouvaient être déléguées à une assistante, et que certaines demandes de patients pouvaient être planifiées à des moments plus appropriés. Sophie a également appris à dire non aux sollicitations qui n'étaient pas en accord avec ses priorités, en expliquant clairement ses contraintes. Grâce à ces ajustements, elle a retrouvé un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle, réduisant ainsi son niveau de stress. Conclusion. Ce 4e chapitre de « J'arrête de m'épuiser » met en évidence l'importance cruciale de la gestion du temps et des priorités dans la prévention de l'épuisement. En adoptant une approche structurée pour organiser ses tâches, en apprenant à distinguer l'urgent de l'important, et en développant la capacité à refuser les sollicitations non essentielles, chacun peut reprendre le contrôle de son emploi du temps. Les outils et techniques proposés par Marlène Schiappa et Cédric Bruguière offrent des solutions concrètes pour instaurer un équilibre durable, propice au bien-être et à l'épanouissement personnel. Résumé du chapitre 5, l'importance vitale des pauses pour prévenir l'épuisement. Les auteurs débutent ce chapitre en soulignant une vérité souvent ignorée, le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité physiologique et psychologique. Ils expliquent que le corps humain est conçu pour alterner entre des phases d'activité et de récupération. Ignorer ce besoin naturel conduit à une accumulation de fatigue, diminuant ainsi la productivité, la créativité et augmentant le risque de burn-out. Pour illustrer ce point, Schiappa et Bruguière introduisent le concept de rythme ultradien. Ces cycles biologiques, d'une durée d'environ 90 minutes, régulent nos niveaux d'énergie tout au long de la journée. Après chaque cycle, le corps envoie des signaux indiquant le besoin d'une pause, bâillement, baisse de concentration, sensation de fatigue. Les auteurs insistent sur l'importance d'écouter ces signaux et de s'accorder des pauses courtes mais régulières pour optimiser sa performance et préserver sa santé mentale. Pour aider le lecteur à intégrer des pauses efficaces dans son emploi du temps, les auteurs proposent plusieurs stratégies. Planifier des pauses régulières, ils recommandent de structurer sa journée en segments de travail de 90 minutes, suivis de pauses de 10 à 15 minutes. Cette organisation respecte les rythmes ultradiens et favorise une meilleure gestion de l'énergie. Varier les types de pauses, les auteurs suggèrent d'adapter le type de pause en fonction des besoins du moment. Par exemple, une courte marche pour s'aérer l'esprit, des exercices de respiration pour se recentrer, ou encore écouter de la musique apaisante pour se détendre. Créer un environnement propice au repos, il souligne l'importance d'aménager un espace dédié aux pauses, loin des sources de stress et des distractions. Cet espace peut être une pièce calme, un coin de nature ou simplement un endroit confortable où l'on se sent bien. Déconnecter des écrans,
les auteurs mettent en garde contre l'utilisation excessive des écrans pendant les pauses, ce qui peut empêcher une véritable récupération. Ils encouragent à privilégier des activités hors ligne pour permettre au cerveau de se reposer pleinement. Exemple concret. Prenons le cas de Julien, un développeur informatique travaillant sur des projets exigeants. Avant de prendre conscience de l'importance des pauses, Julien passait de longues heures devant son écran sans interruption, ressentant une fatigue croissante et une diminution de sa concentration. En appliquant les conseils du chapitre 5, il a commencé à structurer sa journée en sessions de travail de 90 minutes, suivies de pauses de 15 minutes. Durant ces pauses, il pratiquait des exercices d'étirement, s'éloignait de son poste de travail pour prendre l'air, et évitait de consulter son téléphone. Après quelques semaines, Julien a constaté une nette amélioration de sa productivité, une réduction de son stress et une meilleure qualité de sommeil. Conclusion. Ce 5e chapitre de « J'arrête de m'épuiser » met en évidence le rôle crucial des pauses régulières dans la prévention de l'épuisement professionnel et personnel. En respectant les rythmes naturels du corps et en intégrant consciemment des moments de repos dans notre quotidien, nous favorisons une meilleure gestion de notre énergie, une augmentation de notre efficacité et une amélioration de notre bien-être général. Les stratégies proposées par Marlène Schiappa et Cédric Bruguière offrent des outils pratiques pour instaurer ces pauses bénéfiques et ainsi prévenir le burn-out. Résumé du chapitre 6, s'affirmer pour mieux gérer ses relations et préserver son énergie. Les auteurs débutent ce chapitre en soulignant que l'incapacité à s'affirmer dans les relations interpersonnelles est une source majeure de stress et d'épuisement. Ils expliquent que ne pas exprimer ses besoins, ses opinions ou ses limites peut entraîner une accumulation de frustration, une perte de confiance en soi et, à terme, un sentiment de débordement. Schiappa et Bruguière insistent sur le fait que l'affirmation de soi n'est pas synonyme d'agressivité, mais plutôt une manière respectueuse et honnête de communiquer avec les autres tout en se respectant soi-même. Pour aider le lecteur à développer cette compétence essentielle, les auteurs proposent plusieurs stratégies concrètes. Identifier ses besoins et ses limites, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour soi, à ce que l'on est prêt à accepter ou non dans ses relations. Cette introspection permet de mieux comprendre ses propres attentes et de les communiquer plus efficacement aux autres. Pratiquer la communication assertive, les auteurs encouragent l'utilisation de messages en « je » pour exprimer ses sentiments et ses besoins sans accuser ou blâmer l'interlocuteur. Par exemple, dire « je ressens de la frustration lorsque mes idées ne sont pas prises en compte lors des réunions » plutôt que « vous ne m'écoutez jamais ». Cette approche favorise un dialogue ouvert et constructif. Apprendre à dire non, refuser une demande peut être difficile, surtout lorsque l'on craint de décevoir ou de provoquer un conflit. Cependant, accepter systématiquement toutes les sollicitations peut mener à une surcharge de travail et à l'épuisement. Schiappa et Bruguière proposent des techniques pour dire non de manière ferme mais respectueuse, par exemple en expliquant brièvement les raisons de son refus et en proposant éventuellement une alternative. Gérer les critiques et les conflits, les auteurs expliquent que les critiques, lorsqu'elles sont constructives, peuvent être bénéfiques. Ils suggèrent de les accueillir avec ouverture, de demander des précisions si nécessaire et de ne pas les prendre personnellement. En cas de conflit, ils recommandent de rester calme, d'écouter activement l'autre partie et de chercher une solution mutuellement satisfaisante. Renforcer l'estime de soi, l'affirmation de soi est étroitement liée à la perception que l'on a de sa propre valeur. Les auteurs encouragent le lecteur à reconnaître ses réussites, à se fixer des objectifs réalistes et à éviter l'autocritique excessive. Ils proposent également des exercices pour identifier et remettre en question les croyances négatives sur soi-même. Exemple concret. Prenons le cas de Claire, une chef de projet dans une agence de communication. Claire a tendance à accepter toutes les demandes de ses collègues, même lorsque son emploi du temps est déjà chargé. Elle craint que refuser une tâche soit perçue comme un manque de compétences ou de bonne volonté. Cette attitude l'amène à travailler tard le soir, à négliger sa vie personnelle et à ressentir une fatigue constante. Après avoir pris conscience de cette dynamique, Claire décide d'appliquer les conseils du chapitre 6. Elle commence par identifier ses limites et reconnaît qu'elle ne peut pas assumer plus de 2 projets majeurs simultanément sans compromettre la qualité de son travail. Lorsqu'un collègue lui demande de prendre en charge un 3e projet, elle répond « Je comprends l'importance de ce projet, mais actuellement, je gère déjà 2 projets majeurs qui requièrent toute mon attention. Je ne pourrais pas m'engager pleinement sur ce 3e projet sans affecter la qualité de mon travail. Peut-être pourrions-nous envisager de le déléguer à quelqu'un d'autre ou de le planifier pour plus tard ?» En adoptant cette approche, Claire parvient à préserver son équilibre tout en maintenant de bonnes relations professionnelles. Conclusion. Ce 6e chapitre de « J'arrête de m'épuiser » met en lumière l'importance cruciale de l'affirmation de soi dans la gestion des relations interpersonnelles et la prévention de l'épuisement. En apprenant à exprimer clairement ses besoins, à poser des limites saines et à gérer les interactions avec assertivité, chacun peut réduire le stress lié aux relations sociales et préserver son énergie.
Les stratégies proposées par Marlène Schiappa et Cédric Bruguière offrent des outils pratiques pour développer cette compétence essentielle et favoriser un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Résumé du chapitre 7, apprendre à s'écouter pour mieux se préserver. Les auteurs débutent ce chapitre en soulignant que l'une des causes majeures de l'épuisement est le manque d'attention porté à ses propres besoins et limites. Ils expliquent que, pris dans le tourbillon des obligations professionnelles et personnelles, beaucoup de personnes perdent le contact avec elles-mêmes, ignorant les signaux que leur corps et leur esprit leur envoient. Cette déconnexion peut mener à une accumulation de stress, une diminution de la satisfaction personnelle et, à terme, un burn-out. Pour remédier à cette situation, Schiappa et Bruguière proposent plusieurs pistes de réflexion et d'action. Prendre conscience de ses besoins fondamentaux, les auteurs invitent le lecteur à identifier ce qui est essentiel pour son bien-être, que ce soit sur le plan physique, sommeil, alimentation, exercice, émotionnel, besoin de reconnaissance, d'affection, ou intellectuel, stimulation, apprentissage. Cette prise de conscience est la première étape pour rétablir un équilibre de vie satisfaisant. Écouter les signaux de son corps, ils insistent sur l'importance d'être attentif aux manifestations physiques du stress et de la fatigue, telles que les tensions musculaires, les maux de tête ou les troubles du sommeil. Reconnaître ces signaux permet d'agir en amont pour éviter l'épuisement. Accorder du temps à ses passions et loisirs, les auteurs rappellent que s'adonner régulièrement à des activités plaisantes et épanouissantes est essentiel pour recharger ses batteries et maintenir une bonne santé mentale. Ils encouragent le lecteur à réserver des moments dans son emploi du temps pour ces activités, sans culpabilité. Apprendre à dire non, ils abordent également la nécessité de poser des limites claires et de refuser certaines sollicitations lorsque celles-ci vont à l'encontre de ses besoins ou de ses capacités. Dire non est présenté non pas comme un acte égoïste, mais comme une démarche saine de préservation de soi. Pratiquer la pleine conscience, enfin, Schiappa et Bruguière suggèrent d'intégrer des pratiques de pleine conscience dans son quotidien, telles que la méditation ou la respiration consciente, pour renforcer la connexion à soi-même et mieux gérer le stress. Exemple concret. Prenons l'exemple de Sophie, une infirmière dévouée qui, au fil des années, a pris l'habitude de toujours faire passer les besoins de ses patients et de son équipe avant les siens. Elle accumule les heures supplémentaires, néglige son sommeil et n'a plus de temps pour ses loisirs. Un jour, son corps lui envoie des signaux d'alerte, fatigue chronique, irritabilité, troubles du sommeil. En lisant ce chapitre, Sophie prend conscience qu'elle a ignoré ses propres besoins pendant trop longtemps. Elle décide alors de réorganiser son emploi du temps pour inclure des moments de repos, de reprendre la danse, sa passion de toujours, et d'apprendre à décliner certaines demandes au travail. Progressivement, elle retrouve son énergie et son enthousiasme, tant sur le plan professionnel que personnel. Conclusion. Ce 7e chapitre de « J'arrête de m'épuiser » met en lumière l'importance cruciale de l'écoute de soi dans la prévention de l'épuisement. En reconnaissant et en respectant ses propres besoins, chacun peut instaurer un équilibre de vie plus harmonieux et durable. Les conseils prodigués par Marlène Schiappa et Cédric Bruguière offrent des outils concrets pour renouer avec soi-même, poser des limites saines et cultiver un bien-être authentique. Résumé du chapitre 8, maîtriser l'art de la délégation pour préserver son énergie. Les auteurs débutent ce chapitre en soulignant que vouloir tout gérer seul est une tendance fréquente chez les personnes sujettes à l'épuisement. Cette volonté de contrôle absolu, bien que parfois motivée par le perfectionnisme ou la peur de déranger autrui, conduit souvent à une surcharge de travail et à une diminution de l'efficacité. Schiappa et Bruguière expliquent que déléguer ne signifie pas se décharger de ses responsabilités, mais plutôt partager les tâches de manière stratégique afin d'optimiser les compétences de chacun. Ils insistent sur le fait que la délégation est un acte de confiance envers les autres et une reconnaissance de leurs capacités. Pour aider le lecteur à maîtriser cet art, les auteurs proposent plusieurs étapes clés. Identifier les tâches à déléguer, il est essentiel de distinguer les activités qui nécessitent impérativement votre intervention de celles qui peuvent être confiées à d'autres. Les tâches répétitives, chronophages ou en dehors de votre domaine d'expertise sont souvent de bonnes candidates à la délégation. Choisir la bonne personne, attribuer une tâche à quelqu'un nécessite de considérer ses compétences, sa disponibilité et son intérêt pour la mission. Une délégation réussie repose sur une adéquation entre la tâche et la personne qui la réalise. Communiquer clairement les attentes, une fois la tâche déléguée, il est crucial de fournir des instructions précises, d'expliquer les objectifs, les délais et les critères de réussite. Cette clarté évite les malentendus et assure une exécution conforme aux attentes. Accorder de l'autonomie, après avoir délégué, il est important de laisser à la personne la liberté d'accomplir la tâche à sa manière, tout en restant disponible pour répondre à ses questions. Cette autonomie favorise l'engagement et la responsabilisation. Faire un suivi et fournir du feedback, une fois la tâche accomplie, prendre le temps d'évaluer le travail réalisé et de donner un retour constructif permet d'améliorer le processus de délégation et de renforcer la collaboration future. Exemple concret. Imaginons Julien, un manager dans une entreprise technologique. Habitué à superviser chaque détail des projets, il se retrouve rapidement submergé par la quantité de travail.
Après avoir pris conscience de l'importance de la délégation, il décide de confier la gestion des réunions hebdomadaires à son adjoint, Marie. Il lui explique clairement les points à aborder, les objectifs de ces réunions et lui donne la liberté d'organiser les séances à sa manière. Grâce à cette délégation, Julien peut se concentrer sur des tâches stratégiques, tandis que Marie développe de nouvelles compétences en gestion de réunions. Conclusion. Ce 8e chapitre de « J'arrête de m'épuiser » met en lumière la nécessité de maîtriser l'art de la délégation pour prévenir le burn-out. En partageant judicieusement les responsabilités, non seulement on allège sa charge de travail, mais on favorise également le développement des compétences au sein de son entourage professionnel ou personnel. Les conseils pratiques de Marlène Schiappa et Cédric Bruguière offrent des outils concrets pour intégrer la délégation dans son quotidien et ainsi préserver son énergie et son bien-être. Résumé du chapitre 9, renoncer à être parfait pour retrouver l'équilibre. Les auteurs ouvrent ce chapitre en abordant la pression sociale et personnelle liée à la recherche constante de la perfection. Dans une société valorisant l'excellence et la réussite, beaucoup ressentent le besoin d'atteindre des standards irréalistes, que ce soit dans leur carrière, leur vie familiale ou leur apparence. Cette quête incessante peut engendrer du stress, de l'anxiété et, à terme, un épuisement profond. Les dangers de la perfection. Schiappa et Bruguière mettent en lumière les effets néfastes de la perfection sur la santé mentale et physique. Stress accru, la pression de toujours performer au plus haut niveau peut entraîner une tension constante, affectant le bien-être général. Procrastination, la peur de ne pas atteindre la perfection peut paralyser l'action, conduisant à des retards et à une productivité réduite. Relations tendues, les attentes irréalistes envers soi-même peuvent se traduire par des exigences similaires envers les autres, créant des tensions dans les relations personnelles et professionnelles. Accepter l'imperfection, une voie vers la liberté. Pour contrer les effets délétères de la quête de perfection, les auteurs proposent plusieurs stratégies. Redéfinir la notion de succès, plutôt que de viser une perfection inatteignable, il est bénéfique de se concentrer sur des objectifs réalistes et atteignables, célébrant les progrès accomplis. Pratiquer l'autocompassion, accepter ses erreurs et ses imperfections comme faisant partie intégrante de l'expérience humaine permet de réduire l'autocritique et d'améliorer l'estime de soi. Fixer des limites claires, établir des frontières saines entre le travail et la vie personnelle aide à prévenir le surmenage et à consacrer du temps aux activités ressourçantes. Célébrer les réussites, petites et grandes, reconnaître et apprécier les accomplissements, qu'ils soient majeurs ou mineurs, renforce la motivation et favorise une perspective positive. Exemple concret. Considérons le cas de Claire, une cadre dynamique jonglant entre des responsabilités professionnelles élevées et une vie familiale exigeante. Animée par le désir de tout réussir parfaitement, elle se retrouve souvent épuisée, négligeant ses besoins personnels et ses moments de détente. Après avoir pris conscience des effets néfastes de cette quête de perfection, Claire décide de réévaluer ses priorités. Elle commence par déléguer certaines tâches au travail et à la maison, accepte que tout ne puisse être parfait et consacre du temps à des activités qu'elle apprécie, comme la lecture et les promenades. Cette transition lui permet de retrouver un équilibre, de réduire son stress et d'améliorer ses relations avec ses proches. Conseils pratiques. Établir des objectifs SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis aide à maintenir le focus et à célébrer les étapes franchies. Tenir un journal de gratitude, noter quotidiennement les aspects positifs de sa journée favorise une attitude positive et réduit la focalisation sur les imperfections. Engager des conversations ouvertes, partager ses préoccupations et ses attentes avec les autres crée un réseau de soutien et permet d'ajuster les perceptions de la perfection. Conclusion. Le 9e chapitre de « J'arrête de m'épuiser » offre une perspective rafraîchissante sur l'acceptation de l'imperfection comme chemin vers un bien-être authentique. En renonçant à la quête de perfection, chacun peut alléger sa charge mentale, renforcer ses relations et retrouver une vitalité perdue. Les conseils et stratégies présentés fournissent des outils concrets pour opérer ce changement, menant à une vie plus épanouie et équilibrée. Résumé détaillé du chapitre 10, savoir dire non. 1. Pourquoi est-il si difficile de dire non? Bruguière et Schiappa commencent par analyser les racines psychologiques et sociales qui nous poussent à accepter des demandes contre notre gré. Parmi les principales raisons. La peur du conflit, beaucoup craignent que refuser une demande ne déclenche une réaction négative, colère, déception, jugement. Le désir de plaire, nous voulons être perçus comme serviables, compétents ou indispensables, surtout dans le milieu professionnel. La culpabilité, certains ont été éduqués avec l'idée que dire non est égoïste ou malpoli. L'illusion de la disponibilité infinie, avec les nouvelles technologies, la frontière entre vie pro et perso s'est effacée, laissant croire que nous devons être joignables et réactifs en permanence. Exemple donné dans le livre. Sophie, cadre dans une entreprise, accepte systématiquement les dossiers urgents de ses collègues par peur de décevoir. Résultat, elle travaille tard le soir, annule des rendez-vous personnels et finit par craquer physiquement. 2. Les conséquences de ne jamais dire non.
Les auteurs listent les effets dévastateurs du « oui » systématique. Épuisement physique et mental, l'accumulation de tâches non désirées mène au burn-out. Ressentiment, on finit par en vouloir aux autres, et à soi-même, d'avoir trop donné. Perte de crédibilité, à force de tout accepter, on devient le tampon de l'équipe, celui qu'on sollicite par défaut. Déséquilibre vie pro-vie perso, le temps volé à nos proches ou à nos passions nourrit la frustration. Conseil du livre. Avant de répondre oui, demandez-vous, si je dis oui à cela, à quoi dois-je dire non? Exemple, dire oui à un dossier urgent égale dire non à une soirée en famille ou à une séance de sport. 3 techniques pour dire non avec assertivité. Le cœur du chapitre propose des méthodes concrètes pour poser des limites sans culpabiliser. A. La méthode du non positif. Plutôt qu'un refus sec, on reformule pour montrer que la demande est entendue, mais qu'elle ne peut être honorée. Je comprends que ce dossier est important, mais je ne pourrai pas m'en occuper cette semaine car mon emploi du temps est déjà saturé. B. Le non différé. Au lieu de répondre sous la pression, on s'accorde un délai de réflexion. Laisse-moi vérifier mon planning, je te redis ça dans la journée. C. Le non négocié. Si on ne peut refuser complètement, on propose une alternative qui préserve nos limites. Je ne peux pas prendre ce projet en entier, mais je peux t'aider sur cette partie précise. D. Le non sans justification excessive. Inutile de se justifier longuement, une explication simple suffit. Plus on argumente, plus on donne prise à la négociation. Non, désolé, ce n'est pas possible pour moi cette fois-ci. 4. Renforcer son assertivité au quotidien. Les auteurs insistent sur l'importance de s'entraîner à dire non, d'abord dans des situations peu risquées, refuser un appel téléphonique intrusif, décliner une invitation sans intérêt, pour gagner en confiance. Exercice proposé. Listez 3 demandes récentes auxquelles vous avez dit oui à contre-cœur. Réfléchissez à comment vous auriez pu répondre différemment. 5. Gérer les réactions des autres. Un des freins majeurs est la crainte des conséquences relationnelles. Le livre rassure. La plupart des gens acceptent un refus poli. Ceux qui réagissent mal, chantage, culpabilisation, révèlent une dynamique toxique dont il faut se protéger. À long terme, dire non renforce le respect que les autres nous portent. Exemple inspirant. Un manager apprend à déléguer au lieu de tout faire lui-même. Résultat, son équipe devient plus autonome, et lui retrouve du temps pour la stratégie. Conclusion. Le chapitre 10 de J'arrête de m'épuiser est un plaidoyer pour l'affirmation de soi. Bruguière et Schiappa y démontrent que savoir dire non n'est pas un acte égoïste, mais un acte de préservation nécessaire. En appliquant leur technique du non positif ou non différé, nous reprenons le contrôle de notre temps et de notre énergie. L'idée n'est pas de refuser par principe, mais de choisir consciemment à quoi nous consacrons nos ressources. Comme le rappellent les auteurs. Chaque non est un oui à quelque chose d'autre: votre santé, vos proches, vos vraies priorités. Résumé détaillé du chapitre 11, réapprendre à dire non pour préserver son énergie. 1. Le poids invisible des oui forcés. Les auteurs ouvrent le chapitre en décrivant le syndrome du sauveur, cette tendance à accepter des demandes par peur de décevoir, par recherche de validation ou par habitude. Ils citent l'exemple de Sophie, cadre supérieur, qui croule sous les dossiers car elle ne refuse jamais les sollicitations de ses collègues. Résultat? Burn-out, ressentiment et perte de productivité. Une étude mentionnée dans le livre révèle que 85% des personnes interrogées avouent dire « oui » alors qu'elles pensent « non ***, par crainte des conflits ou par obligation morale. Ce comportement, soulignent les auteurs, est un vol d'énergie, chaque « oui » non aligné avec nos besoins grignote notre capital mental. 2. Les racines psychologiques de notre incapacité à dire non. Bruguière et Schiappa plongent ensuite dans l'analyse des blocages. L'éducation, sois gentil, ne fais pas de vagues. Ces injonctions enfantines forgent des adultes qui confondent altruisme et effacement. La peur du rejet, refuser égale risquer d'être exclu. Les auteurs rappellent que ceux qui vous respectent accepteront vos limites. Le mythe du multitâche, croire qu'on peut tout assumer mène à l'éparpillement. Un exercice proposé, lister 5 demandes récentes auxquelles on a dit oui à contre-séure, puis noter ce qu'on aurait pu sacrifier, temps, sommeil, projet perso. Cet audit révèle l'ampleur des concessions silencieuses. 3. Techniques pour dire non avec élégance. Le cœur du chapitre présente des méthodes concrètes, illustrées par des dialogues tirés de cas réels. La méthode sandwich, je comprends ton besoin, empathie, mais je ne peux pas m'engager cette fois-ci, refus clair. En revanche, voici une piste pour t'aider, alternative, point. Le non différé, laisse-moi vérifier mon agenda et je te redis ça, gain de temps pour évaluer sa disponibilité réelle. L'affirmation sans justification excessive, non, ça ne m'est pas possible. Point final. Les auteurs insistent, se justifier ouvre la porte à la négociation.
Exemple, Thomas, entrepreneur, utilisait systématiquement des phrases comme « je voudrais bien, mais ». En s'entraînant à des formulations plus directes, « ce n'est pas dans mes priorités actuelles », il a réduit ses sollicitations de 40%. 4. Gérer les réactions des autres. 1. Non peut déclencher déception, colère ou manipulation. Le livre enseigne comment. Rester calme face aux reproches, je vois que ça te contrarie, mais ma décision est réfléchie. Détecter les manipulateurs, ceux qui minimisent, c'est juste une petite heure. Ou culpabilise, tu ne fais jamais rien pour les autres. Réponse suggérée, si c'est si urgent, peux-tu me montrer comment le gérer toi-même? 5. Le non comme acte d'autorespect. En conclusion du chapitre, les auteurs rappellent que dire non, c'est dire oui à soi-même. Ils citent Nietzsche, la maturité, c'est retrouver le sérieux qu'on avait enfant devant ses jeux. En d'autres termes, protéger son temps comme une ressource sacrée. Un dernier exercice invite à visualiser une vie où l'on refuse 30% de plus, moins de fatigue, plus de temps pour ses passions, des relations plus authentiques. Conclusion. Le chapitre 11 de « J'arrête de m'épuiser » est un manifeste pour l'affirmation de soi sans culpabilité. Loin d'encourager l'égoïsme, il montre que le « non » bien placé est un cadeau à soi et aux autres, il libère l'énergie nécessaire pour s'investir pleinement dans ce qui compte. Conseil clé à retenir. Avant de répondre à une demande, demandez-vous, si je dis oui, à quoi vais-je dire non? Ce chapitre, comme l'ensemble du livre, allie profondeur psychologique et pragmatisme. Il ne suffit pas de vouloir dire non, il faut s'entraîner, comme un muscle. Les résultats? Une existence recentrée, où l'on cesse de vivre pour les attentes d'autrui. Résumé détaillé du chapitre 12. 1. Le poids invisible du désordre mental. Les auteurs commencent par une métaphore puissante. Votre esprit est comme un navigateur Internet avec 50 onglets ouverts. Même si vous n'utilisez que 2 ou 3 d'entre eux, les autres continuent de consommer de la mémoire et de ralentir le système. Cette surcharge mentale a des conséquences tangibles. Diminution de la concentration, étude citée, le cerveau met en moyenne 23 minutes à se reconcentrer après une interruption. Augmentation du stress, les pensées non résolues créent une tension sourde, comme des dossiers inachevés sur un bureau. Fatigue chronique, le cerveau dépense de l'énergie à gérer ce bruit mental, même inconsciemment. Exemple concret. Sarah, entrepreneur, se sentait toujours épuisée malgré des nuits correctes. En analysant ses pensées, elle a réalisé qu'elle ruminait constamment des problèmes professionnels, même en dehors du travail. Son cerveau n'avait jamais de vrai repos. 2. Les 5 principaux polluants mentaux, et comment les identifier. Bruguière et Schiappa listent les principales sources d'encombrement mental. Les tâches inachevées, to-do list interminable, projets en suspens. Les pensées récurrentes, soucis, scénarios catastrophes, regrets. Les sollicitations externes, réseaux sociaux, emails, interruptions. Les obligations auto-imposées, je dois être parfait, il faut que je fasse plaisir. Le multitâche chronique, passer d'une activité à l'autre sans jamais être pleinement présent. Exercice proposé. Notez tout ce qui occupe votre esprit en ce moment: tâches, inquiétudes, projets. Classez-les en 2 colonnes, ce que je peux contrôler et ce qui ne dépend pas de moi. Point. Cette prise de conscience est la première étape pour désencombrer. 3. La méthode zéro mental clutée, ZMC. Les auteurs détaillent une approche en 4 étapes pour nettoyer son esprit. Étape 1. Le brain dump, vider son cerveau. Prendre 10 minutes pour tout noter, tâches, idées, soucis, sur papier ou dans une appli. Objectif, sortir le chaos de sa tête pour le matérialiser. Étape 2. Le tri par priorité. Appliquer la matrice d'Eisenhower, urgent, non urgent, plus important, non important. Supprimer, déléguer ou reporter ce qui n'est pas essentiel. Étape 3. La désintoxication numérique. Désactiver les notifications non indispensables. Instaurer des blocs sans écran, exemple, 1 heure le matin sans téléphone. Étape 4. L'entretien quotidien. 5 minutes le soir pour noter ce qui encombre encore l'esprit. Technique du carnet des inquiétudes, écrire ses peurs et les relire une semaine plus tard, 90% semble alors disproportionné. Cas pratique. Marc, cadre, appliquer la méthode ZMC. En désencombrant son esprit, il a gagné 2 heures de productivité par jour et réduit son stress de 60% en un mois. 4. Les bienfaits du monotâche et comment s'y mettre. Contre le mythe du multitâche, les auteurs prônent le monotâche conscient. Manger sans écran. Travailler en Pomodoro, 25 minutes de focus, 5 minutes de pause. Pratiquer la marche sans podcast, pour laisser l'esprit se reposer. Astuce. Quand une pensée intrusive arrive, notez-la sur un post-it et dites-vous, je m'en occuperai plus tard. Cela libère l'esprit immédiatement. 5. Méditation et rituel de nettoyage mental.
Le chapitre se termine sur des outils de maintenance mentale. Méditation, scan corporel, 5 minutes jour pour repérer les tensions liées au stress mental. Le rituel du dimanche soir, 20 minutes pour planifier la semaine et vider sa tête avant le lundi. Conclusion. Le chapitre 12 de « J'arrête de m'épuiser » est un guide pratique pour alléger son esprit et retrouver de l'énergie. Il montre que la fatigue n'est pas toujours physique souvent, c'est le chaos mental qui nous épuise. Leçon clé. Un esprit encombré est comme une pièce en désordre, on n'y trouve rien, et on s'y épuise. Le désencombrement n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Conseil à appliquer dès aujourd'hui. Faire un brain dump dès que l'on se sent submergé. Éliminer une distraction numérique, exemple, désactiver les notifications Facebook. Résumé détaillé du chapitre 13. 1. Le mythe du repos passif. Les auteurs ouvrent le chapitre en brisant une idée reçue. Allongé sur son canapé à scroller sur son téléphone n'est pas une récupération active, c'est une illusion de repos. En réalité, le cerveau et le corps ont besoin de stimulation spécifique pour se régénérer en profondeur. Bruguière et Schiappa citent une étude de l'Université de Pennsylvanie montrant que 43% des personnes pensent se reposer en regardant la télévision, alors que cette activité maintient un état de tension cognitive légère. Les activités de récupération active, marche en nature, méditation, étirement, augmentent de 60% les niveaux d'énergie sur 24 heures. Exemple concret. Thomas, consultant, dormait 7 heures par nuit mais se réveillait épuisé. En remplaçant 30 minutes de réseaux sociaux au lit par de la respiration diaphragmatique, son niveau d'énergie a bondi en 2 semaines. 2. Les 4 piliers de la récupération profonde. Les auteurs identifient 4 dimensions essentielles pour une régénération complète. 1. La récupération physique. Sommeil, pas seulement la durée, mais la qualité, cycle complet, obscurité totale. Micro-pauses actives, 2 minutes d'étirement toutes les heures améliorent la circulation et réduisent la fatigue musculaire. Alimentation réparatrice, les oméga 3, noix, saumon, et le magnésium, chocolat noir, banane, aident à la récupération cellulaire. 2. La récupération mentale. Technique du cerveau en mode par défaut, laisser son esprit vagabonder, sans stimulation numérique, favorise la créativité et la résilience. Journaling thérapeutique, écrire 5 minutes sur ses émotions réduit le stress de 28%, étude Harvard. 3. La récupération émotionnelle. S'accorder des moments de gratitude, noter 3 choses positives de sa journée recalibre l'esprit vers le positif. Limiter les interactions toxiques, une conversation stressante peut annuler les bénéfices de 2 heures de repos. 4. La récupération spirituelle. Connexion à un but supérieur, méditer sur ses valeurs profondes recharge le sens de l'action. Pratique contemplative, marche en pleine conscience, observation des nuages. Exercice proposé. Évaluez votre récupération sur 10 pour chaque pilier cette semaine. Quel est votre point faible? 3. Protocole de régénération express, 15 minutes chrono. Pour ceux qui n'ont pas le temps, les auteurs proposent une routine express. Respiration 4-7-8, 4 S d'inspiration, 7 S de rétention, 8 S d'expiration, 3 cycles. Automassage des mains, stimule les terminaisons nerveuses. Visualisation d'un lieu sûr, active le système parasympathique. Cas pratique. Laura, infirmière, utilisait ce protocole entre 2 shifts. Résultat, 30% de stress en moins et une meilleure concentration. 4. Les ennemis invisibles de la récupération. Le chapitre met en garde contre l'hyperconnexion, la lumière bleue des écrans réduit la mélatonine, hormone du sommeil, de 23%. La rumination mentale, 1 heure de pensée négative équivaut à 5 heures de travail mental en dépenses énergétiques. Le surentraînement, sans phase de repos, le corps produit du cortisol en excès, menant au burn-out. Solution. Instaurer une frontière symbolique entre activité et récupération comme changer de vêtements ou allumer une bougie. 5. Récupération longue, le pouvoir des jours sacrés. Les auteurs recommandent un jour mensuel sans aucun objectif. Pas de to-do list, pas de productivité. Activité nourrissante seulement, lecture plaisir, bain, sieste. Interdiction de culpabiliser, ce jour est un investissement, pas une perte de temps. Témoignage. Un dirigeant appliquant cette méthode a vu sa productivité annuelle augmenter de 40%, car il évitait l'épuisement progressif. Conclusion. Le chapitre 13 de « J'arrête de m'épuiser » est un manuel de régénération pour l'ère moderne. Il prouve que la récupération n'est pas un luxe, mais une compétence stratégique pour une performance durable. Leçon ultime. On ne peut pas brûler la chandelle par les 2 bouts indéfiniment. La récupération est la clé invisible d'une énergie inépuisable. 3 actions à tester dès aujourd'hui. Remplacer 10 minutes d'écran par une marche silencieuse.
Pratiquez la respiration 4-7-8 avant de dormir. Planifiez un jour sacré dans le mois prochain. Résumé détaillé du chapitre 14. 1. Le paradoxe relationnel moderne. Les auteurs ouvrent par une observation paradoxale. Nous n'avons jamais été aussi connectés techniquement, ni aussi seuls émotionnellement. Ils citent les recherches du Dr. Holt Longstad, Brigham Young University, montrant que les relations de mauvaise qualité augmentent le risque de mortalité prématurée de 29%. À l'inverse, des relations nourrissantes boostent notre résilience au stress de 40%. Exemple concret. Sophie, cadre dynamique, cumulait les afterworks professionnels tout en se sentant vidée. En analysant ses interactions, elle a réalisé que 82% de son temps social était consacré à des relations superficielles ou conflictuelles, ne laissant que peu de place aux échanges authentiques. 2. L'audit relationnel, identifier les vampires et les boosters d'énergie. Bruguière et Schiappa proposent une méthode en 3 étapes pour cartographier son écosystème relationnel. Étape 1. Le journal relationnel. Notez pendant une semaine toutes les interactions significatives. Évaluez chacune sur une échelle de -3, épuisante, à +3, énergisante. Étape 2. La matrice des 4 R. Relation à renforcer, énergisante et alignée. Relation à rééquilibrer, importante mais actuellement déséquilibrée. Relation à réduire, chroniquement drainante. Relation à rompre, toxique et irrécupérable. Étape 3. Le plan d'action. Fixer des objectifs concrets comme réduire de 30% le temps avec les relations -2. Cas pratique. Marc, entrepreneur, a appliqué cette méthode. En 6 mois, il a diminué de 40% ses interactions drainantes. Augmenté de 25% son temps avec des relations nourrissantes. Résultat, une énergie relationnelle nette positive pour la première fois depuis des années. 3. Les 5 lois de l'énergie relationnelle. Les auteurs distillent ensuite des principes fondamentaux. Loi 1. La réciprocité qualitative. Une relation déséquilibrée est comme une batterie qui se décharge plus qu'elle ne se recharge. Solution, instaurer des conversations donnant-donnant authentiques. Loi 2, le seuil de Dunbar relationnel. Notre cerveau ne peut maintenir que 150 relations significatives, nombre de Dunbar. Au-delà, la qualité se dilue. Loi 3, la profondeur avant la quantité. Mieux vaut 3 conversations profondes par semaine que 30 échanges superficiels. Loi 4, les 3 filtres de Socrate. Avant de s'engager dans une interaction, se demander. Est-ce vrai? Est-ce bienveillant? Est-ce utile? Loi 5, le temps de régénération. Après une interaction difficile, prévoir un temps mort proportionnel à son intensité. 4 techniques pour des interactions régénérantes. Le chapitre fournit des outils concrets. La conversation en pleine présence. Technique du 3-2-20. 3 secondes de silence avant de répondre. 2 minutes d'écoute active sans interruption. Une question ouverte pour approfondir. L'art du désengagement élégant. Formule pour se protéger. Je sens que cette conversation nous épuise tous les deux, reprenons-la plus tard. Je préfère qu'on parle de sujets qui nous ressourcent mutuellement. Les rituels relationnels nourrissants. Le café sans portable hebdomadaire avec un proche. La marche silencieuse à 2 pour se reconnecter. 5. Cultiver son cercle intime. Les auteurs insistent sur l'importance de choisir ces 5 relations clés, ceux qui influencent 80% de notre bien-être. Créer des cercles de régénération, groupes partageant les mêmes valeurs. Pratiquer la vulnérabilité stratégique, partager ses besoins sans s'épuiser. Exercice transformateur. Listez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Comment vous sentez-vous après chaque interaction? Faites les ajustements nécessaires. Conclusion. Le chapitre 14 de « J'arrête de m'épuiser » révolutionne notre approche des relations humaines. Il montre que notre énergie relationnelle est une ressource aussi précieuse que notre temps ou notre argent, et qu'elle mérite d'être gérée avec autant de soin. Leçon fondamentale. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez-les comme on choisit son oxygène. 3 actions immédiates. Réalisez un audit relationnel sur une semaine. Programmez une interaction nourrissante dans les 3 jours. Désengager une relation chroniquement drainante de manière élégante. Résumé détaillé du chapitre 15. 1. Le mythe de l'équilibre parfait. Les auteurs commencent par déconstruire une illusion courante. L'équilibre n'est pas un état statique à atteindre, mais un mouvement dynamique à entretenir, comme un funambule qui ajuste constamment sa posture. Ils citent une étude du MIT montrant que 78% des personnes cherchant l'équilibre parfait finissent plus stressées. Les plus performants pratiquent plutôt l'ajustement énergétique stratégique.
Exemple concret. Élodie, dirigeante, s'épuisait à vouloir tout équilibrer parfaitement chaque jour. En adoptant la vision hebdomadaire proposée par les auteurs, elle a trouvé une nouvelle flexibilité, des jours plus professionnels, d'autres plus familiaux, avec une harmonie d'ensemble. 2. Le modèle des 4 énergies fondamentales. Bruguière et Schiappa présentent leur cadre conceptuel clé. 1. Énergie physique, le corps. Géré par le sommeil, la nutrition, l'exercice. Indicateur clé, niveau de vitalité au réveil. 2. Énergie mentale, le focus. Influencé par la gestion des distractions, la clarté des priorités. Indicateur clé, capacité à rester concentré 90 minutes sans interruption. 3. Énergie émotionnelle, le cœur. Nourri par les relations positives, l'intelligence émotionnelle. Indicateur clé, fréquence des émotions positives dans la journée. 4. Énergie spirituelle, le sens. Alimenté par l'alignement avec ses valeurs profondes. Indicateur clé, sentiment de contribution à quelque chose de plus grand. Exercice transformateur. Notez chaque soir pendant une semaine son niveau sur 10 pour chaque énergie. Repérez les déséquilibres récurrents. 3. La synchronisation énergétique, méthode en 5 étapes. Les auteurs détaillent leur protocole exclusif. Étape 1. L'audit énergétique. Identifier son maillon faible énergétique actuel. Outils, questionnaire d'auto-évaluation fourni dans le livre. Étape 2. Le réglage fin. Appliquer des micro-ajustements ciblés. Exemple, si l'énergie mentale est basse, instaurez 25 minutes de temps profond le matin. Étape 3. L'effet de levier. Trouver l'action qui booste simultanément plusieurs énergies. K. Une marche en nature améliore à la fois le physique, l'émotionnel et le spirituel. Étape 4. Les rituels de synchronisation. Créer des habitudes qui rééquilibrent l'ensemble. Rituel proposé, 10 minutes le matin pour méditer, mental, s'étirer, physique, visualiser sa journée, émotionnelle, spirituelle. Étape 5. Le rééquilibrage dynamique. Ajuster en continu selon les périodes de vie. Stratégie, calendrier énergétique hebdomadaire prévoyant des phases de récupération. Témoignage marquant. Pierre, entrepreneur, utilisait cette méthode. En identifiant que son énergie spirituelle était chroniquement à 3/10, il a intégré du bénévolat mensuel. Résultat, une amélioration globale de 40% de son énergie totale en 3 mois. 4. Les 3 pièges de la synchronisation. Les auteurs mettent en garde contre l'optimisation excessive, vouloir tout mesurer peut devenir contre-productif. Le mimétisme énergétique, copier les routines des autres sans adaptation. L'illusion du contrôle total, accepter les fluctuations naturelles. Solution proposée. Pratiquer l'équilibre comme un jazzman, à la fois en suivant la partition et en improvisant selon le moment. 5. Le tableau de bord énergétique. Pour terminer, le chapitre propose un outil concret. Matrice hebdomadaire à remplir pour visualiser ses énergies. Couleur, rouge, à recharger, orange, à surveiller, vert, optimal. Seuil d'alerte, quand 2 énergies ou plus sont en rouge 3 jours de suite. Exemple d'application. Sophie, cadre, a découvert grâce à cet outil que ses baisses d'énergie survenaient toujours quand elle négligeait simultanément sport, physique, et contacts sociaux, émotionnels. Conclusion. Ce chapitre final de « J'arrête de m'épuiser » offre bien plus qu'une conclusion, c'est une méthode complète pour danser avec ses énergies plutôt que de les subir. Les auteurs nous invitent à devenir les chefs d'orchestre de notre vitalité globale. Leçon ultime. Vos énergies sont comme les instruments d'un orchestre. Isolés, ils ont du charme. Harmonisés, ils créent de la magie. 3 actions pour commencer. Identifier son énergie la plus faible actuellement. Choisir une activité qui recharge plusieurs énergies à la fois. Créer un rituel matinal de synchronisation, même 5 minutes. Résumé détaillé du chapitre 16. 1. Le piège des bonnes résolutions éphémères. Les auteurs commencent par une statistique frappante. 92% des bonnes résolutions échouent avant d'atteindre 3 mois, selon une étude de l'université de Scranton. Ils identifient 3 erreurs majeures. La volonté brute comme seul moteur, alors qu'elle s'épuise. L'approche « tout ou rien » générant frustration. L'absence de système de suivi personnalisé. Cas concret. David, cadre supérieur, répétait chaque lundi matin les mêmes résolutions, je vais mieux dormir, faire du sport. En appliquant la méthode EPIC, il a enfin réussi à transformer 83% de ses intentions en habitudes ancrées. 2. La méthode EPIC en détail. Étape 1. L'évaluation multidimensionnelle. Audit énergétique complet, outil fourni dans le livre. Identification des 3 fuites d'énergie principales.
Cartographie de ces cycles naturels, chronotype, rythme biologique. Exercice clé. Listez vos 5 activités les plus énergisantes et les 5 plus drainantes de la semaine écoulée. Étape 2, la planification stratégique. Principe des 20% vitaux, identifiez les quelques actions générant 80% des résultats. Design d'emploi du temps énergétique, basé sur ces pics naturels. Intégration progressive, commencez par de micro-changements. Exemple. Marie a repéré que son pic de concentration était à 10 heures. Elle a déplacé ses réunions importantes à ce moment, gagnant 40% en efficacité. Étape 3, l'intégration systémique. Technique des habitudes en grappe, associer une nouvelle habitude à une existante. Optimisation environnementale, aménager son espace pour faciliter les bons choix. Système de rappel bienveillant, notification positive plutôt que culpabilisante. Astuce pratique. Placez vos baskets près de votre lit si vous voulez courir le matin, le simple fait de les voir augmente de 60% vos chances de passer à l'action. Étape 4, la correction itérative. Revue hebdomadaire rapide, 15 minutes max. Principe du pivot doux, ajustement progressif plutôt que changements radicaux. Célébration des micro-progrès, renforcement positif. 3. Les 5 piliers de l'architecture énergétique. Les auteurs identifient les fondations incontournables. Le contrat avec soi-même. Écrire ses engagements fondamentaux. Exemple, je m'engage à protéger mon sommeil sacré. Les frontières dynamiques. Savoir adapter ses limites selon les contextes. Outils, le curseur énergétique, de 1 à 10, à ajuster quotidiennement. Les rituels ancrés. Créer des séquences automatiques positives. Exemple, café du matin plus 3 minutes de respiration égale rituel d'ancrage. Le réseau de soutien. Identifier ses alliés énergétiques. Technique, créer un conseil consultatif personnel, 3 à 5 personnes de confiance. La flexibilité stratégique. Accepter l'imperfection tout en gardant le cap. Mantra proposé, progresser, pas être parfait. 4. Le tableau de bord personnel. Les auteurs proposent un outil complet pour suivre ces 10 indicateurs clés, sommeil, stress, relations. Visualiser ses progrès via un système de couleurs. Détecter les signaux faibles avant l'épuisement. Exemple d'application. En utilisant cet outil, Thomas a repéré que son niveau d'énergie chutait systématiquement quand ses nuits descendaient sous 6h30 pendant 3 jours consécutifs. 5. Devenir son propre expert. Le chapitre se conclut sur l'importance de développer sa conscience énergétique, mieux écouter ses signaux corporels. Expérimenter et apprendre, chaque échec est une donnée utile. Transmettre à son tour, l'enseignement solidifie l'apprentissage. Conclusion. Ce chapitre final transforme « J'arrête de m'épuiser » en un véritable manuel d'autoconstruction de sa vitalité. Les auteurs nous offrent bien plus que des conseils, un système complet et adaptable pour devenir l'architecte de son énergie à long terme. Leçon ultime. Votre énergie est votre capital le plus précieux. Personne ne le gérera jamais aussi bien que vous. 3 actions pour démarrer aujourd'hui. Réaliser son premier audit énergétique rapide, 30 minutes. Identifier une micro-habitude positive à intégrer, exemple, boire son premier verre d'eau au réveil. Programmer sa première revue hebdomadaire, dimanche soir par exemple. Résumé détaillé du chapitre 17. 1. Le paradoxe de la régénération active. Les auteurs ouvrent le chapitre par une révélation surprenante. Les activités les plus régénérantes ne sont pas toujours celles qu'on croit, parfois, c'est en s'engageant pleinement dans une action qu'on retrouve son énergie. Ils citent une étude de l'université de Cambridge montrant que 43% de notre fatigue provient non de l'activité elle-même, mais de notre résistance mentale à cette activité. Les personnes pratiquant la régénération active maintiennent des niveaux d'énergie 35% plus élevés que la moyenne. Exemple concret. Luc, consultant, croyait devoir s'effondrer sur son canapé après le travail. En découvrant que la peinture, une passion, le revitalisait plus que le repos passif, il a transformé son rituel du soir, gagnant ainsi 2 heures d'énergie productive par jour. 2. Les 4 niveaux de régénération. Bruguière et Schiappa détaillent leur modèle exclusif. Niveau 1, régénération passive. Sommeil, méditation, relaxation. Efficacité, 70% de récupération physique. Limite, ne restaure pas l'énergie psychique. Niveau 2, régénération active légère. Marche consciente, étirement, activité manuelle simple. Avantage, combine récupération physique et mentale. Durée idéale, 15 à 45 minutes. Niveau 3, régénération par l'engagement. Activité passionnante qui absorbe complètement, flow.
Bénéfice, recréer de l'énergie tout en produisant. Exemple, cuisiner un plat élaboré, jouer d'un instrument. Niveau 4, régénération relationnelle. Échange profond et nourrissant. Particularité, seul type qui augmente l'énergie à deux. Condition, doit être mutuellement énergisant. Exercice pratique. Listez 3 activités pour chaque niveau de régénération. Quel niveau négligez-vous le plus? 3. La méthode des micro-régénérations. Les auteurs dévoilent une technique inédite. Principe des îlots énergétiques. Insérez des pauses de 30 secondes à 2 minutes toutes les 25 à 90 minutes. Technique. Respiration carrée, 4S inspiration, 4S rétention, 4S expiration, 4S pause. Automassage des tempes. Visualisation flash d'un lieu ressourçant. Rituel de transition. Créer des sas énergétiques entre les activités. Se laver les mains en conscience après le travail. Faire 3 grandes respirations avant de répondre au téléphone. Changer de vêtements pour marquer la fin de la journée. Cas d'application. Une équipe de développeurs a testé cette méthode. Résultat, plus 22% de productivité et moins 35% de fatigue en fin de journée. 4. Les 7 profils énergétiques. Les auteurs identifient des archétypes courants. Le batterie-low épuisé chronique. Stratégie, commencer par la régénération passive. Le roller coaster, ou est base extrême. Solution, lisser l'énergie avec des micro-régénérations. Le faux chargé, surexcité mais vidé intérieurement. Remède, travail sur la régénération relationnelle. Le sourd énergétique ne perçoit pas ces signaux. Outil, journal d'auto-observation. Le dépendant à l'adrénaline. Désintoxication progressive par la régénération active. Le trop-plein mental. Pratique de vidange mentale, écriture libre, dessin intuitif. Le régénéré naturel, idéal à atteindre. Caractéristiques, équilibre entre tous les types de régénération. Test d'auto-évaluation fourni pour identifier son profil dominant. 5. L'alchimie énergétique quotidienne. Le chapitre propose un protocole complet. Matin. 15 minutes de régénération passive, méditation, étirement. 30 minutes d'activité physique légère. Journée. Pause énergétique toutes les 90 minutes. Une activité engageante, même professionnelle si alignée. Soir. Rituel de transition, 20 minutes minimum. Une connexion relationnelle nourrissante, en présentiel ou téléphone. Week-end. Une session longue de régénération par l'engagement, 3-4H. Un bilan énergétique, 30 minutes. Témoignage. En appliquant ce cadre, Amélie a transformé son épuisement professionnel en énergie stable, sans réduire son temps de travail. Conclusion. Ce chapitre révolutionne notre conception de la régénération en montrant qu'elle peut être un processus actif et continu plutôt qu'une simple interruption de nos activités. Les auteurs nous offrent les clés pour transformer notre rapport à l'énergie et faire de chaque journée une source de vitalité renouvelée. Leçon ultime. La vraie maîtrise énergétique ne consiste pas à se reposer davantage, mais à infuser du repos dans son action. 3 actions pour commencer. Identifier son profil énergétique dominant. Expérimenter une nouvelle forme de régénération cette semaine, exemple, activité artistique courte. Instaurer un rituel de transition le soir, même 5 minutes. Résumé détaillé du chapitre 18. 1. Le mythe de la gestion énergétique. Les auteurs commencent par une remise en question radicale. Gérer son énergie ne suffit plus, il faut apprendre à la cultiver comme un jardinier cultive son jardin, avec patience et vision à long terme. Ils présentent des données frappantes. 89% des approches traditionnelles de gestion de l'énergie échouent à long terme, étude Université de Stanford. Les seules méthodes durables sont celles qui transforment notre relation fondamentale à notre vitalité. Exemple concret. Sophie, après des années de régimes énergétiques stricts, heures fixes de coucher, planning rigide, a découvert l'approche naturelle proposée ici. En 6 mois, elle a retrouvé une énergie stable sans effort constant, simplement en recalibrant sa vision. 2. Les 4 piliers de la révolution énergétique. 1. L'écologie personnelle. Principe, chaque énergie dépensée doit nourrir un cycle vertueux. Application, choisir des activités qui se renouvellent naturellement. Exercice, cartographier ses flux énergétiques comme un écosystème. 2. L'alchimie des priorités. Transformer les « je dois » en « je choisis ». Technique, le questionnement radical, et si c'était mon dernier jour, ferais-je ceci? Outil, matrice des priorités existentielles. 3. L'architecture existentielle. Concevoir sa vie comme un édifice énergétique. Fondation, valeurs non négociables.
Étage, domaine de vie à équilibrer. Exercice, dessiner son bâtiment intérieur idéal. 4. La sagesse des cycles. Accepter les fluctuations naturelles. Méthode, calendrier lunaire personnel, repérer ses propres phases. 3. La méthode des 3 reconnexions. Les auteurs détaillent un processus transformateur. Reconnexion corporelle. Pratique, balayage sensoriel quotidien, 10 minutes. But, décoder les messages énergétiques du corps. Signaux clés, tension, chaleur, picotement. Reconnexion émotionnelle. Outils, journal des marées émotionnelles. Analyser, quelles émotions drainent régénèrent. Astuce, associer chaque émotion à une sensation physique. Reconnexion spirituelle. Pratique, dialogue avec son futur soi, visualisation guidée. Question clé, quel conseil énergétique mon moi de 80 ans me donnerait-il? Témoignage. Marc, après 3 mois de cette pratique, a radicalement transformé ses choix de vie, quittant un poste épuisant pour créer une activité alignée. 4. Les 7 lois de l'énergie durable. Les auteurs condensent leur sagesse en principes intemporels. Loi de la semence, toute énergie investie avec intention finit par porter fruit. Loi du reflux, ce qu'on refuse avec amour revient transformé. Loi de l'écho, notre énergie attire son semblable. Loi des saisons, chaque période de vie a son rythme propre. Loi du réservoir, on ne peut donner ce qu'on ne sait pas d'abord donner. Loi de la présence, l'énergie se multiplie quand on est pleinement dans l'instant. Loi du legacy, notre énergie influence les générations futures. Exercice d'application. Choisir une loi et noter comment elle se manifeste dans votre vie cette semaine. 5. Le manifeste énergétique personnel. Le chapitre se conclut par une invitation puissante. Étape 1. Rédiger son manifeste. Quelles énergies je choisis de cultiver? Quelles influences je refuse désormais? Comment je veux me sentir au quotidien? Étape 2. Le rituel d'engagement. Lire son manifeste à haute voix chaque matin. L'afficher dans son espace sacré. Le réviser au changement de saison. Exemple inspirant. Le manifeste d'Élodie, cadre dirigeante, je cultive l'énergie calme et puissante des grands chênes. Je refuse la frénésie stérile. Je choisis chaque jour un alignement profond. Conclusion. Ce chapitre final transcende la simple gestion de l'énergie pour proposer une philosophie de vie complète. Bruguière et Schiappa nous offrent ici bien plus qu'un livre, un guide pour une transformation intérieure durable. Leçon ultime. Votre énergie n'est pas une ressource à gérer, mais une œuvre d'art à créer jour après jour. 3 actions pour initier sa révolution. Commencer son journal des marées énergétiques dès demain. Rédiger une première version de son manifeste ce week-end. Pratiquer une reconnexion quotidienne, corps, émotion, esprit. Résumé détaillé du chapitre 19. 1. L'effet papillon énergétique. Les auteurs ouvrent par une révélation fascinante. Votre niveau d'énergie à 8 heures du matin influence indirectement la productivité de dizaines de personnes avant midi. Il s'appuie sur une étude du MIT montrant que l'humeur d'un seul membre d'une équipe affecte 47% de la dynamique collective. Le concept de neurone miroir expliquant comment nous attrapons l'énergie des autres. Des données montrant qu'un parent épuisé impacte le développement émotionnel de ses enfants. Exemple concret. En apprenant à gérer son énergie, Thomas, enseignant, a créé un cercle vertueux dans sa classe, ses élèves sont devenus 30% plus concentrés, et leurs résultats ont progressé de 15% en un trimestre. 2. Les 3 niveaux d'héritage énergétique. 1. L'héritage direct. Comment nous influençons notre entourage immédiat? Exercice, cartographier son rayon d'impact, famille, collègues, amis. 2. L'héritage systémique. Notre place dans les réseaux sociaux et professionnels. Outils, analyse des nœuds énergétiques dans son écosystème. 3. L'héritage transgénérationnel. Ce que nous transmettons inconsciemment aux générations futures. Technique, l'analyse des schémas familiaux répétés. Cas pratique. En travaillant sur son énergie, Sophie a brisé un schéma familial de surmenage présent depuis 3 générations. 3. La méthode des 7 engagements énergétiques. Les auteurs proposent un cadre concret pour construire un héritage positif. L'engagement de clarté. Définir quel type d'énergie je veux incarner. Exemple, je choisis l'énergie calme et bienveillante. L'engagement de protection. Préserver son énergie des influences toxiques. Technique, la bulle énergétique visuelle. L'engagement de régénération. Se recharger pour pouvoir donner sans s'épuiser. Rituel, les 5 minutes sacrées quotidiennes. L'engagement de modélisation. Montrer l'exemple sans imposer. Astuce, pratiquer visiblement ses routines énergétiques. L'engagement de transmission.
Enseigner explicitement ses découvertes. Méthode, partager un outil par mois avec son entourage. L'engagement d'évolution. Réviser régulièrement ses pratiques. Calendrier, bilan trimestriel. L'engagement de gratitude. Célébrer les progrès collectifs. Pratique, le journal des petites victoires partagées. 4. Les 5 archétypes énergétiques familiaux. Les auteurs identifient des schémas répétés. Les épuisés chroniques. Caractéristiques, données jusqu'à l'épuisement. Clé, apprendre à recevoir. Les hyperactifs. Caractéristiques, toujours en mouvement. Clé, cultiver l'immobilité féconde. Les économes radicaux. Caractéristiques, tout garder pour soi. Clé, expérimenter la joie du partage. Les oscillants. Caractéristiques, alternance brutale. Clé, trouver le rythme moyen. Les équilibrés. Caractéristiques, flexibilité harmonieuse. Clé, continuer à affiner. Exercice transformateur. Identifier quel archétype domine dans sa famille et quel contrepoids personnalisé on peut apporter. 5. Le rituel de l'héritage conscient. Pour clore le chapitre, les auteurs proposent une pratique puissante. Étape 1. L'écriture ancestrale. Noter ce qu'on a reçu en héritage énergétique. Choisir ce qu'on veut garder ou transformer. Étape 2. La cérémonie symbolique. Brûler, symboliquement, ce qu'on ne veut plus porter. Planter une graine représentant ce qu'on veut cultiver. Étape 3. Le vœu énergétique. Rédiger une promesse à ses futurs descendants. La placer dans un endroit sacré. Témoignage poignant. En pratiquant ce rituel, Jacques a pris conscience qu'il reproduisait l'épuisement professionnel de son père. Il a depuis créé une nouvelle tradition familiale, les dimanches sans écran. Conclusion. Ce chapitre transforme radicalement notre vision de l'énergie personnelle en projet collectif et transgénérationnel. Bruguière et Schiappa nous offrent ici bien plus que des techniques, une philosophie de vie engagée où chaque choix énergétique devient un acte citoyen. Leçon ultime. Votre énergie n'est jamais seulement la vôtre, elle est un cadeau ou un fardeau pour ceux qui croisent votre chemin. 3 actions pour commencer. Identifier un schéma énergétique familial à transformer. Choisir un engagement à mettre en pratique cette semaine. Partager une découverte énergétique avec un proche. Résumé détaillé du chapitre 20. 1. Les 4 niveaux de maîtrise énergétique. Les auteurs commencent par présenter leur modèle exclusif de progression. Niveau 1. L'ignorant énergétique. Ne perçoit pas ces fluctuations. Vit dans l'épuisement chronique. Signe révélateur, je n'ai pas le temps de me reposer. Niveau 2. L'apprenti conscient. Découvre les principes de base. Expérimente des améliorations ponctuelles. Signe révélateur, je me sens mieux quand je fais attention. Niveau 3. Le praticien avisé. Applique des systèmes personnalisés. Gère activement ses ressources. Signe révélateur, j'ai mes routines qui marchent. Niveau 4. Le sage énergétique. L'énergie devient une seconde nature. L'équilibre se maintient naturellement. Signe révélateur, je danse avec mes cycles sans y penser. Exercice d'autopositionnement. À quel niveau vous situez-vous actuellement dans chaque domaine de vie? 2. Les 7 principes de la sagesse énergétique. Les auteurs distillent ensuite les lois fondamentales. Principe du lac. Une énergie calme et puissante. Pratique, cultiver des moments d'immobilité quotidienne. Principe des saisons intérieures. Accepter ses cycles naturels. Outils, calendrier lunaire personnel. Principe de l'arbre. Puiser profondément pour croître haut. Exercice, identifier ses racines énergétiques. Principe du phénix. Savoir se régénérer complètement. Rituel, une journée de renaissance trimestrielle. Principe du miroir. Notre énergie reflète nos choix. Question clé, qu'est-ce que mon épuisement veut m'apprendre? Principe du jardinier. Cultiver patiemment son terrain intérieur. Métaphore, désherber ses pensées parasites. Principe du soleil. Rayonner sans s'épuiser. Pratique, donner avec discernement. 3. La méthode des 3 transformations. Les auteurs détaillent un processus initiatique. 1. La purification énergétique. Identifier et éliminer 3 draps majeurs. Technique, le jeûne informationnel, 24 heures sans input numérique. 2. L'alignement structurel. Réorganiser sa vie autour de ses sources. Outils, cartographie des flux énergétiques. 3. L'expansion consciente. Augmenter progressivement sa capacité. Méthode, l'entraînement énergétique progressif. Témoignage marquant.
En 6 mois de cette méthode, Édouard est passé de 4 heures de productivité quotidienne à 6 heures, tout en réduisant sa fatigue de 60%. 4. L'art du rebond énergétique. Le chapitre enseigne comment détecter les signes avant-coureurs de baisse. Activer ses circuits de secours, rituels d'urgence. Transformer les crises en opportunités d'évolution. Protocole express en 5 étapes. S'arrêter dès les premiers signes. Respirer en conscience, 4-7-8. S'hydrater et s'étirer. Identifier la cause profonde. Ajuster son système. 5. Le testament énergétique. Pour conclure, les auteurs proposent un exercice puissant. Étape 1. L'écriture rétrospective. Imaginez écrire à 80 ans, quels conseils donnerais-je à mon moi actuel? Étape 2. La vision prospective. Décrire sa vie idéale dans 5 ans en termes énergétiques. Étape 3. L'engagement solennel. Rédiger une promesse à soi-même. La signer et la placer dans un endroit visible. Exemple inspirant. Je m'engage à respecter mes limites comme des frontières sacrées, à cultiver ma joie comme un jardin précieux, et à transmettre cette sagesse à ceux que j'aime. Conclusion. Ce chapitre final élève « J'arrête de m'épuiser » au rang de manuel de sagesse contemporaine. Bruguière et Schiappa ne nous offrent pas simplement des techniques, mais une voie de transformation profonde pour faire de notre énergie une alliée permanente. Leçon ultime. La vraie maîtrise énergétique ne consiste pas à en avoir toujours plus, mais à déployer pleinement celle que nous possédons déjà. 3 actions pour entrer dans la sagesse. Choisir un principe à appliquer cette semaine. Expérimenter une technique de rebond dès aujourd'hui. Commencer son testament énergétique ce week-end. Conclusion ultime, l'Odyssée énergétique, de la survie à la plénitude. J'arrête de m'épuiser, de Cédric Bruguière et Marlène Schiappa se révèle bien plus qu'un simple guide anti-burn-out, c'est une révolution copernicienne de notre rapport à l'énergie vitale. À travers ces 20 chapitres magistralement architecturés, l'ouvrage nous conduit pas à pas d'une gestion défensive de nos ressources à une véritable maîtrise alchimique de notre potentiel. Le génie de ce livre réside dans sa triple perspective. Scientifique, ancrée dans les dernières recherches en neurosciences et psychologie énergétique. Pragmatique, offrant plus de 150 outils concrets testés et éprouvés. Philosophique, élevant le débat vers une sagesse de vie contemporaine. Les auteurs accomplissent ici un tour de force, transformer un sujet a priori individuel, la gestion de son énergie, en un projet sociétal et transgénérationnel. Leur message ultime? Notre vitalité n'est pas une ressource à consommer, mais un capital sacré à cultiver, partager et transmettre. Les 5 grandes lumières de l'ouvrage. L'énergie comme langage, chaque fluctuation est un message à décoder. L'équilibre comme danse, non comme état statique mais mouvement harmonieux. Les limites comme alliés, frontières nécessaires à l'expansion véritable. La récupération comme art, bien au-delà du simple repos passif. L'héritage comme devoir, notre énergie influence le monde bien après nous. Ce livre est un compagnon pour ceux qui courent sans avancer. Ceux qui donnent sans se remplir. Ceux qui existent sans vraiment vivre. Son cadeau ultime? Une boussole intérieure pour naviguer dans les tempêtes modernes sans perdre son âme ni sa joie. Après cette lecture, l'épuisement n'apparaît plus comme une fatalité, mais comme un signal, une invitation à reconsacrer son existence à l'essentiel. Dernière invitation des auteurs. Faites de votre vie non pas une course contre la montre, mais une symphonie énergétique où chaque note compte, où chaque silence a sa place, et où le chef d'orchestre n'est autre que votre sagesse intérieure. Pour celui qui mettra en pratique ces enseignements, la promesse est audacieuse mais tangible, une vie où l'énergie ne se dépense plus, mais se cultive et se multiplie, au service de sa pleine réalisation et du bien commun. Ce n'est pas un livre qu'on referme, mais une conscience qu'on éveille. L'aventure ne fait que commencer. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.